Bonsoir. Bonsoir. La première chose, c'est pas raconter l'histoire, c'est rencontrer l'histoire. Je voudrais quand même qu'on soit un peu précis là-dessus et qu'éventuellement, en régie, Oh, t'as vu? C'est nous. Bah, Si, regarde, au fond. par quelle sorcellerie, Là. puisqu'on est là? Ah, c'est fou. Ah oui, mais Ouais, entre les deux, c'était alors quand? les deux mains, c'est une photo de Tariq Teghiya. Tariq Teghiya, c'est ce formidable cinéaste algérien, et les photos, il les avait prises pendant une des manifestations du Hirak à Alger. Et c'est là où on était? C'est là, non, on n'était pas à Alger. On était au centre Pompidou. C'était en juillet 2020, c'était au sous-sol. Et Janvier. Janvier 2020. J'ai dit quoi? Juillet. Janvier. Janvier. Il me semble que c'était janvier. Sinon, ça marche pas notre histoire. Non. Janvier 2020. Ouais, on était au sous-sol. Ça faisait Ouais. une semaine qu'on discutait dans le sous-sol. Ouais. On discutait. Il y avait un monde fou. Et on discutait du fait justement qu'il y avait un monde fou. Qu'il y avait un monde fou, non seulement dans les sous-sols du centre Pompidou, mais un peu partout dans le monde, puisque si vous vous souvenez bien, et vous ne vous souvenez certainement pas, l'année 2019 avait été ponctuée d'images de foules énormes, rassemblées à Hong Kong, à Santiago, à Alger, à Paris, même près de l'Arc de Triomphe. Oui. Et du coup, on parlait de ça. On parlait du rapport entre le peuple et les images. La manière dont on a des images du peuple, la question de savoir si le peuple a des images. On avait décidé de jouer à Bouvard et Pécuchet au pays des images. Je m'en souviens. Oui. Tu te rappelles de ça? Et au moment d'en venir à la question de savoir si certains peuples sont détenteurs de leurs images, en gros, ou si d'autres peuples peuvent leur emprunter, ou leur voler, ou se les accaparer en quelque sorte, s'il y a de l'emprunt dans les images, et après tout, on dit bien que voilà, on emprunte son identité à d'autres. On avait décidé de se pencher sur le motif du masque. Oui. Et regarde, Oui. le masque c'est à droite. Hein. Oui, j'ai compris. De l'autre côté, Oui, c'est oui. toi. Voilà. Toujours à droite. Toujours Hein. à De l'autre droite, côté, le masque. c'est moi. Ouais, ouais, c'est... Okay. Sur le motif du masque, en se disant justement que si un masque, c'est une identité d'emprunt, il reste à se demander qui emprunte quoi à qui. Quelles sont les conditions et les intérêts de ce prêt, s'il s'agit d'un prêt à intérêt. Et s'il n'y aurait pas là des pouvoirs, des violences, disons de la politique, après tout. Quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, on néglige de penser que le loup, c'est aussi un accessoire de théâtre. Jeu de mots. Jeu de balles masquées. Lorsque Michel Foucault écrit dans l'Archéologie du savoir, nous sommes différence, notre raison c'est la différence des discours, notre histoire la différence des temps, notre moi la différence des masques, il nous invite à non pas seulement rechercher la vérité sous le masque, à démasquer la vérité comme on dit, mais à s'intéresser à la vérité des masques et à ce que les peuples trafiquent en les portant. Bon. Et donc, on était en janvier. En janvier, hein, c'est pour ça que c'était embêtant que tu rates le premier effet. C'était pas juillet, c'était janvier 2020. Parce qu'en juillet, on était déjà complètement ailleurs. Voilà. Parce que si tu te souviens bien, en janvier 2020, 2 mois plus tard, si tu vas du côté du mois de mars, on faisait déjà beaucoup moins les malins. Et on ne savait pas en janvier 2020 que nous allions nous retrouver 2 mois plus tard, d'une part assez dépeuplés, je veux dire arpentant d'un pas circonspect des rues vides, et d'autre part, encore un peu plus tard, je veux dire après que Sibeth Ndiaye ait fini d'éclater de rire à la télévision, quand on lui demandait si d'aventure elle pensait un jour se munir d'un masque, un peu plus tard, donc, nous allions nous retrouver pris dans la grande circulation, dans l'immense typologie des masques, masques FFP2, masques chirurgicaux, masques 3 plis, masques alternatifs, masques grand public. Le masque grand public, c'était le truc qu'on devait coudre soi-même. Il y avait des tutoriels, je me rappelle, sur Internet.
du coup, notre question reprenait des couleurs. Ce qui était très curieux, c'est qu'on était chacun dans notre appartement, on s'est mis à s'écrire, à se rejouer en quelque sorte cette discussion-là, et on s'est dit, c'est marrant. Bon, évidemment, la prophylaxie n'est pas la magie, mais tout de même, tous ces masques destinés à lutter contre l'épidémie de Covid-19, qui atterrissaient par containers entiers à Roissy, en provenance de Wuhan. Wuhan, où, si vous vous souvenez bien, la totalité de la production mondiale de masques était concentrée avant que la ville ne devienne le premier foyer d'infection. Il y avait des lots de masques à destination de l'Italie qui étaient shippés par la France. Il y avait des stocks de masques à destination de la France qui étaient interceptés par les États-Unis. Et il y avait de quoi se demander si cet immense balai diplomatique, économique et sanitaire n'avait pas quelque chose à voir avec les significations que tant de cultures, tant de sociétés ont prêtées à l'acte d'échanger, de prêter, de voler, de faire circuler des masques. Et si je me souviens bien d'ailleurs, ce qu'on avait fait une première fois en janvier 2020 au Centre Pompidou, on avait eu l'intention de le faire ici, en tout cas à Rennes, au TNB, précisément le vendredi 20 mars 2020, c'est-à-dire la veille du premier confinement. Et à plusieurs reprises, on a reprogrammé cette conférence, cette performance, et à plusieurs reprises, on l'a déprogrammée jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé entre ? Eh bien, justement, les masques n'ont jamais cessé de nous accompagner. Moi, personnellement, j'en ai vu d'autres, bien d'autres, des masques de peste, au point de faire de ce cycle, rencontrer l'histoire avec vous durant toute cette année, un théâtre de la peste. C'était ça, au fond, mon idée. Et je me suis dit, comme un vieux prof, eh ben, tiens, si on leur refourguait notre truc, là. Vous savez, les vieux cours où il y a encore la pointe de rouille sur l'agrafe. Moi, j'avais un prof qui faisait ses cours sur des feuilles jaunes, oui, pour éviter de la voir jaunir d'année en année. C'est ça. Et moi, je me souviens que quand j'étais vraiment très jeune, je faisais des cours d'histoire économique du XXe siècle et j'adorais faire des cours sur la planification soviétique. La chute de l'URSS a été une catastrophe pédagogique. Et en particulier, marché et planification en URSS, c'était un truc formidable. Je me posais des questions sur est-ce que vraiment les réformes Tchernyenko vont aboutir, oui, non, bien après Gorbatchev. Puis à un moment, j'ai arrêté. Ouais. Je vais peut-être arrêter là, je crois que je digresse. Donc, ça veut dire, ce qu'on fait, le principe, c'est qu'on reprend notre conférence de janvier 2020. Oui. On l'a fait. Exactement. Toute honte bue. Complètement. Avec les mêmes images. On assume. Et on voit ce que ça... ce que ça donne, ce que ça redonne. Ce que ça redonne. Il n'y a pas d'interro à la sortie. Alors, donc, en janvier 2020, 2 mois plus tôt, 2 mois avant la séance qu'on était censé faire ici, quand il y avait encore un peu de monde, et que les gens pouvaient se respirer mutuellement sous le nez, j'étais parti, moi, complètement d'ailleurs. Alors, je n'étais pas parti de la peste au XIVe siècle, mais j'étais parti d'une histoire, d'un cérémonial, d'un mantra, raconté par Claude Lévi-Strauss, dans un livre qui s'intitule, vous ne le croirez jamais, La voix des masques. C'est un récit légendaire qui explique comment les Indiens Kwakiutl, en Colombie-Britannique, ont acquis les masques Xwe-Xwe, type très particulier de masque, auprès de leurs voisins, les Indiens Salish. Selon cette légende, l'emprunt serait intervenu après qu'un héros ait assisté fortuitement, lors de l'un de ses voyages, à une cérémonie que Lévi-Strauss décrit ainsi. Je vous cite le texte. Un feu s'alluma au milieu. Bientôt, une troupe d'hommes et de femmes parurent et un orateur adressa une invocation aux esprits. À 4 reprises, les femmes se changèrent en gros poissons rouges, animées de mouvements convulsifs. Ensuite, de quoi elles reprenaient leurs aspects humains. 4 personnages porteurs de masques Xwe-Xwe
dansaient devant elle en agitant des cistres de coquillages, et pendant ce temps, des officiants chantaient « Allez-vous-en les affreux, allez-vous-en les affreux ». Les affreux à la langue pendante, les affreux aux yeux protubérants. À chaque sortie des danseurs, les poissons redevenaient des femmes. Il faut que je vous avoue une chose, ce rituel, je me le suis appris, et certains jours, quand je suis vraiment en colère après quelqu'un, je me le récite. Ça fonctionne très bien. À l'époque, tu te posais la question de savoir ce qui te touchait le plus dans ce récit. Oui, et j'avais du mal à décider, parce qu'au fond, il y a beaucoup de choses qui sont très belles dans ce récit, à commencer par la force de ce rituel, ou la façon furtive dont le héros y assiste. On l'imagine planqué derrière un rocher, qui essaie de ne pas se faire voir, un peu comme un enfant qui assiste à un moment que les adultes sont pris par la gravité de cet instant, feraient pour eux-mêmes en oubliant sa présence. En fait, il y a 4 choses qui me font aimer ce texte. D'abord, je trouve assez beau que l'accès à la magie s'y effectue, non pas sur la verticale de l'ascension, de la transcendance spirituelle, mais sur une horizontale, sur un voyage, sur un aller et retour. On est allé chez le voisin, voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on rapporte. Ça, c'est une première chose que je trouve assez belle. Une deuxième chose que je trouve assez belle, c'est que dans la suite du récit, on apprend que, après avoir contemplé le spectacle, le héros se voit offrir des masques et des cistres. On vient chez lui, il rentre chez lui, on vient chez lui, on lui dit « Tenez, on vous a rapporté ça. Pourquoi on vous a rapporté ça ? C'est parce que vous n'avez pas perturbé le rituel. On va vous faire livrer à domicile les trésors surnaturels de cette cérémonie parce que vous vous y êtes bien conduit et, au fond, ça vaut le coup de ne pas se comporter en touriste. » Il y a quelque chose de très beau dans cette récompense donnée au respect. La troisième chose, bien sûr, c'est la ritournelle dont je parlais il y a un instant. Allez-vous-en, les affreux. Psalmodié à chaque entrée des masques. Et c'est une ritournelle très belle parce qu'elle ramasse sous une forme incroyablement pure ce geste qui consiste à nommer les affreux pour les renvoyer dans les limbes. À décrire ceux dont on souhaite la disparition pour mieux les repousser. En bref, à les conjurer. Jacques Derrida remarquait que le verbe « conjurer » en français peut vouloir dire à la fois convoquer et exorciser. Une conjuration, c'est très littéralement faire venir pour faire partir. C'est exactement ce que fait ce rituel. Et puis, quatrièmement, il y a évidemment la façon dont tout cela se concentre autour de masques dont le pouvoir consiste inséparablement à attirer à soi des formes redoutables, à leur donner forme et figure de telle manière qu'il deviendra possible de les refouler et de s'en protéger. Des masques qui, pour faire leur office, exigent qu'on leur associe des paroles adéquates, qu'on pose les mots qu'il faut sur leur apparence fascinante et redoutable. Des masques dont le caractère sacré n'interdit pas l'échange, pourvu qu'on ne les prenne pas à la légère, pourvu qu'on ne les arrache pas pour s'enfuir avec. Des masques dont la magie est à la fois mobile, sociable et voyageuse. Ça, je trouve ça très beau. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ce livre de Claude Lévi-Strauss, mais en réalité, si en janvier 2020, j'avais eu envie de parler de ce livre, La Voix des masques, c'est que, un peu plus tôt encore, j'avais passé, l'automne précédent, un certain nombre de nuits à dévorer une fiction. Dévorer une fiction où il est justement constamment, terriblement question de masques, d'affreux et de conjurés. C'est une fiction que vous connaissez peut-être. En fait, c'était une série télévisée. Je regarde trop de séries télévisées. C'est une série télévisée produite en 2019 par la chaîne HBO, un gage de qualité, et créée par Damon Lindelof. C'est une série intitulée Watchmen, et qui a pour particularité de prolonger une bande dessinée, un roman graphique, comme on le dit pour les bandes dessinées sérieuses et pour adultes. Un roman graphique assez ancien, puisqu'il avait été publié en 1987 par Alan Moore et Dave Gibbons.
La bande dessinée était assez célèbre, c'est un truc assez tordu, puisque dans la bande dessinée, on assiste essentiellement, tout au long du XXe siècle, à la longue compromission des super-héros avec l'impérialisme américain. Les auteurs imaginent un monde où Richard Nixon est sorti vainqueur de la guerre du Vietnam. Et il est sorti vainqueur de la guerre du Vietnam parce qu'il s'est assuré le soutien d'un super-héros, lui, là, le type bleu, le docteur Manhattan, des pouvoirs absolument énormes. Et comme le docteur Manhattan a écrasé le Viet Cong, eh bien, Nixon a ensuite été constamment réélu. Ça, c'est ce qui se passe dans la bande dessinée. Dans Watchmen, si vous voulez, les deux auteurs repliaient l'un sur l'autre le plan de l'histoire américaine du XXe siècle et celui des histoires que les États-Unis se sont racontées au XXe siècle pour exalter leurs idéaux ou au contraire pour se consoler de n'avoir pas toujours été tout à fait à la hauteur de ce qu'ils se racontaient. Ils installaient leur fiction dans l'endroit de ce télescopage, dans l'endroit de cette superposition, dans l'endroit de ce masquage, si vous voulez. 30 ans plus tard, Lindelof reprend la série, je vous la recommande vraiment, c'est une des plus belles séries qui sont apparues ces dernières années, mais il la reprend en fait beaucoup plus tard, il n'adapte pas la bande dessinée originale, il lui donne une suite dans l'Amérique d'aujourd'hui, ou plutôt d'hier, je veux dire de l'aujourd'hui de 2019, je veux dire dans l'Amérique de Donald Trump. Il n'est pas sûr que celle-ci ait totalement disparu avec l'élection de Joe Biden, flotte sur le récit l'ombre de Trump, l'ombre de son soutien aux suprémacistes blancs, notamment lors des événements tragiques de Charlottesville aux États-Unis. Alors, j'essaie d'en venir à ce qui m'intéresse dans cette histoire. Je ne voudrais pas que tu finisses par croire que je vous balade. Ce qui saisit d'abord le spectateur dans la série Watchmen, c'est l'omniprésence absolue des masques. Des masques, il y en a partout. Alors, dans l'ambivalence traditionnelle des histoires de super-héros, entre les personnages et leur identité secrète, il y a toujours une question de masque. Mais la série, elle, ne réserve plus les masques aux seuls justiciers masqués, non plus seulement Batman ou Spider-Man, etc. Le masque devient d'usage absolument courant, comme vous le voyez à travers ces captures d'écran, notamment chez les inspecteurs ou chez les policiers en tenue, mais encore, bien entendu, chez les terroristes ou chez les fans, ou les cosplayers. C'est un peu comme si, à l'aristocratie des héros masqués, la série opposait une espèce de démocratisation du droit à se couvrir le visage pour se doter d'une image qui ne soit pas la sienne. C'est intéressant parce que, j'y pense à l'instant, nous sommes passés, en peu de mois finalement, de l'interdiction par la loi en France de se couvrir le visage dans l'espace public. Vous vous souvenez que l'interdiction du masque, de la cagoule, etc., faisait partie des dispositions de sécurité intérieure il n'y a pas 2 ans, à une obligation de se couvrir le visage dans l'espace public et à l'injonction faite à tous de se couvrir d'un masque. Alors dans la série, évidemment, on aurait envie de se dire « youpi !» Formidable, tout le monde peut se masquer, tout le monde peut se déguiser en quelqu'un d'autre, tout le monde peut devenir quelqu'un d'autre. C'est une sorte de tourbillon ludique des signes qui permettent à chacun de s'emparer d'une apparence. En réalité, on s'aperçoit très très vite que cette généralisation des masques correspond à une sorte de carnaval terrifiant et terrifié. Puisque si les policiers se masquent le visage, c'est pour éviter d'être assassinés. Et c'est pour éviter d'être assassinés par un groupe terroriste représenté par des suprémacistes blancs, un groupe qui s'intitule lui-même la 7e cavalerie, avec un K, comme Ku Klux Klan, évidemment, qui ont adopté le masque d'un super-héros issu de la bande dessinée originale, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est lui, et qui ont adopté ce masque pour pratiquer, en particulier sur les policiers qu'ils jugent au fond trop à gauche. Je vous ai dit, c'est une utopie, une uchronie ou une dystopie, je ne sais pas. Pour pratiquer donc des assassinats ciblés.
à l'ambivalence traditionnelle du masque dans les récits de super-héros. Le masque, c'est toujours à la fois l'expression de la puissance et le refoulement du traumatisme. Batman, en gros, plus fort que les autres, mais aussi évidemment troublé et intérieurement traumatisé. Eh bien, à cette ambivalence habituelle, au fond, la série superpose une question intéressante, une question dont les manifestants de Hong Kong, dont les adolescents en capuche, ou les forces de l'ordre encagoulées un peu partout, savent quelque chose. Si l'on se masque, si n'importe qui peut être tenté d'adopter une autre image que la sienne, c'est aussi parce que certains ont peur et que d'autres font peur. Rendez-moi mon visage, dit ce personnage sur lequel je vais revenir, à qui on arrache un masque. Autant dire que l'idée naïve, selon laquelle les images sont à tout le monde, les apparences peuvent être à bon droit, empruntées à n'importe qui, par n'importe qui, cette idée toute simple et de bon sens se trouve dans la série mise à l'épreuve d'un constat. Notre désir de nous faire une autre tête que la nôtre se soutient de raisons différentes. Elle s'exerce depuis des lieux différents. Nous ne sommes pas égaux devant les masques. En mettant au cœur de son récit la question raciale aux États-Unis, la série Watchmen part d'un rappel embarrassant. Le pays qui a inventé les super-héros masqués est aussi celui qui a inventé le Ku Klux Klan. C'est-à-dire non seulement la possibilité pour les Blancs de se couvrir d'un masque, pour déroger aux lois communes, mais la possibilité pour les Blancs de se couvrir d'un masque blanc. Dans Watchmen, les masques qu'empruntent les membres du 7e de cavalerie est emprunté à ce super-héros qu'on a vu tout à l'heure et qui s'appelle Rorschach. Rorschach, comme le test de Rorschach. Vous connaissez ce test, c'est le tache d'encre. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, c'est une chauve-souris. Mais non, c'est ma grand-mère, etc. Bon. Et le masque de Rorschach avait ceci de particulier que, comme dans ce test, les mouchetures noires ne cessaient de se modifier sur le fond blanc, de telle sorte que chacun pouvait projeter sur cette face impassible ses propres hantises. Dans Watchmen, les suprématistes blancs peuvent affirmer le pouvoir blanc en se couvrant d'un masque noir et blanc qui peut figurer toutes les faces et affirmer la possibilité de se donner n'importe quel visage. Or, dans le même temps, la série remonte le cours du XXe siècle pour mettre en scène le destin d'un policier noir qui va devenir une figure majeure dans la première génération des super-héros aux environs des années 1940 dans l'histoire. Ce super-héros, c'est lui qui s'appelle Hooded Justice, ce qu'on peut traduire par la justice cagoulée, ou encore la justice en hoodie. Le hoodie, vous savez, c'est le sweatshirt à capuche que portent beaucoup de Noirs américains. Ce super-héros porte, vous le voyez, la corde au cou, comme un Noir lynché, un sac sur la tête, parce que de fait, le policier qui incarne ce super-héros a failli se faire lyncher. Mais s'il porte ces insignes pour lui-même, personne ne fait le lien. Personne ne fait le lien entre le fait qu'il a sur lui les apparences d'un Noir lynché et le fait qu'il pourrait être un Noir lynché. Parce que, comme son épouse lui a dit tout de suite, s'il veut être un justicier pour la ville, s'il veut être un exemple pour les bons citoyens, il ne doit pas faire penser qu'il est noir. Il faut que, sous la cagoule, les citoyens croient que c'est l'un des leurs, c'est-à-dire un blanc, qui fait régner l'ordre. Aussi, maquille-t-il les contours de sa bouche et de ses yeux en blanc avant d'enfiler son masque. Et d'ailleurs, personne n'a jamais fait le rapprochement. Personne n'a jamais supposé que, sous le masque, ce super-héros pouvait être noir. Comme l'écrit Frantz Fanon en 1952, je cite, « Le noir doit, qu'il le veuille ou non, endosser la livrée que lui a faite le blanc. » Et l'ouvrage s'appelait, vous le savez peut-être, « Masque blanc, peau noire ». J'essaie de rassembler les morceaux. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette série télévisée, c'est qu'elle prenait très subtilement position
sur les questions terriblement disputées aujourd'hui, de savoir si certaines communautés peuvent ou non emprunter leurs apparences à d'autres. Hein. Si on a le droit, par exemple, de se grimer en noir lorsqu'on est blanc, hein, pour faire la fête, comme Griezmann ou comme d'autres dont les photos ont circulé, comme Gérard Darmon récemment, hein, dont on a vu circuler une photo grimée en noir, et beaucoup de gens ont gueulé, en fait. Et d'autres ont dit, mais pourquoi protestez-vous? Au fond, on a bien le droit de se déguiser comme on veut. Autrement dit, puisque les signes sont infiniment disponibles, ils autorisent tous les renversements et les masques sont un trésor commun à l'humanité dans lequel chacun devrait pouvoir puiser à sa guise. En fait, la série répond pas tout à fait. En matière de politique comme en matière de masques, il faut se méfier des symétries et des doubles fonds. Est-ce qu'il suffit de dire, lorsque des blancs se déguisent en noirs, que les noirs pourraient à leur tour se déguiser en blanc et que ce serait bien fait? Pas tout à fait. Et pas tout à fait parce que, dit la série, les blancs se déguisent en blanc, perpétuellement. Ils ont ce déguisement sur eux et ce déguisement leur assure la possibilité, le droit de se donner tous les visages du monde. Cependant que les Noirs, s'ils veulent se grimer en noir, utiliser leur propre masque comme une forme d'expression et de protection, ils doivent, pour accéder à ce dédoublement symbolique, s'assurer que s'interpose entre eux-mêmes et eux-mêmes une fine couche de maquillage blanc. Un petit aparté ici et qui nous renverra justement à la période ultérieure, à la période d'après janvier, à la période du confinement. Aux États-Unis. Un article, j'avais relevé cet article du New York Times, c'est la slide précédente, on peut peut-être revenir juste un instant à la précédente. C'était un article du New York Times du 14 avril 2020 qui se faisait l'écho de l'inquiétude qui avait gagné de nombreux Afro-Américains depuis que le Center for Disease Control, le professeur Fauci, qui souffrait tant pendant les conférences de presse de Donald Trump, avait recommandé à chacun de se couvrir d'un masque pour prévenir la propagation du virus. Les Noirs étaient inquiets. Et le tweet qu'on va voir juste maintenant, le tweet de M. Aaron Thomas, l'avait exprimé de la manière la plus claire. Je ne me sens pas en sécurité en portant une écharpe ou quoi que ce soit d'autre, qui ne soit pas clairement un masque protecteur couvrant ma face, en allant au magasin, parce que je suis un homme noir vivant dans ce monde. Il concluait « I want to stay alive, but I also want to stay alive ». Je veux rester vivant, mais je veux aussi rester vivant. Et pour un noir au visage couvert, la possibilité de se faire abattre est aux États-Unis bien plus élevée qu'ailleurs. Au risque dont je me prémunis en couvrant mon visage, répond cet autre risque que je prends si je croise masqué et noir une patrouille de police. Heureusement, en France, rien de tel. D'ailleurs, le port du masque ou le non-port du masque n'a pas du tout empiré ou aggravé les formes de contrôle au faciès. Tout s'est très bien passé. Allez-vous-en, les affreux. La vertu des allers-retours raconte le mythe, vous vous souvenez, le mythe que j'évoquais en commençant, c'est qu'il vous enseigne les masques. On en rapporte des idées sur les masques. Et c'est pour ça que, en revenant de ma série télévisée vers le livre que Claude Lévi-Strauss a publié en 1979, qui s'appelle « La voix des masques », je me suis aperçu que ce livre-là aussi était à double fond. Un peu comme ce masque sous le masque que porte le héros noir dont je parlais tout à l'heure. En réalité, lorsque il s'interroge sur la fonction des masques, sur le rôle des masques dans les sociétés traditionnelles, Lévi-Strauss délivre deux leçons. On n'a pas tout à fait la même compréhension du livre quand on le prend par la fin, ou qu'on revient de la fin jusqu'au point de départ. Lorsqu'on lit le livre depuis le début, on a un récit qui commence par une autocitation. Claude Lévi-Strauss commence par se citer lui-même. Il évoque l'émerveillement qui a été le sien en 1943 lorsqu'il a découvert les collections extraordinaires de l'American Museum of Natural History.
incroyable émotion, saisissement, bouleversement à découvrir tous ces masques. Et puis bientôt, tout de même, c'est Claude Lévi-Strauss, on réfléchit, on analyse, et on applique aux masques des peuples amérindiens, du nord-ouest du continent américain, on leur applique une analyse structurale. C'est-à-dire qu'on examine les traits significatifs qui constituent ces masques et les règles de transformation qui régissent le passage d'un masque à l'autre. Comme le dit Lévi-Strauss, pas plus que les mythes, les masques ne peuvent s'interpréter en eux-mêmes et par eux-mêmes comme des objets séparés. Autrement dit, les propriétés d'un masque, les propriétés de sa forme ou les propriétés de son sens, ne peuvent pas être comprises si on ne les met pas en rapport avec celles d'autres masques dans la même tribu ou dans des tribus voisines. Ainsi, Lévi-Strauss remarque que ce masque-ci, le masque de gauche, le masque Xwéxwé, dont on parlait tout à l'heure, et puis le masque Swahili des Indiens Salish, les voisins, présentent les mêmes caractéristiques. Des yeux protubérants qui sortent du visage, et puis une langue pendante. Par contre, leurs valeurs sont aux antipodes. Le masque Xwéxwé incarne l'avarice, l'égoïsme, celui-ci, les affreux, alors que le masque Swahili enrichit ceux qui le détiennent et lui assure le concours des autres. Celui-ci, il est plutôt sympa, il est du côté de la solidarité, de l'entraide et de l'enrichissement. Et que Lévi-Strauss remarque que quand une tribu emprunte à la tribu voisine un masque, quand elle emprunte la forme du masque, elle en inverse les attributs de sens. Et il élargit l'enquête. Du coup, il regarde, il se dit, au fond, c'est marrant, deux masques dans deux peuples peuvent présenter des apparences similaires et des valeurs contradictoires. Et est-ce que ça pourrait être l'inverse ? Est-ce qu'on pourrait avoir un autre masque qui présente des valeurs similaires et une apparence contradictoire ? Par exemple, pas de plumes, mais des poils. Pas de blanc, mais du noir. Pas des yeux protubérants, mais des yeux profondément creusés. Pas une langue pendante, mais une bouche creusée. Eh bien, si vous prenez toutes ces caractéristiques, vous avez très exactement le masque de Dzonokwa, cette géante des forêts, figure importante de la culture Kwakiutl. Pour le dire autrement, c'est tout un système qui s'organise, où le masque aux yeux protubérants voit sa valeur s'inverser en passant de la société Salish à la société Kwakiutl, et en faisant système avec un troisième masque qui, lui, a le même sens, mais la forme opposée. Et Lévi-Strauss de formuler la règle suivante, avec la rigueur mathématique qui le caractérise. Quand, d'un groupe à l'autre, la forme plastique se maintient, la fonction sémantique s'inverse. En revanche, quand la fonction sémantique se maintient, c'est la forme plastique qui s'inverse. Les masques font système, les masques font constellation entre eux, et ne cessent d'échanger entre eux, et entre les tribus qui se les échangent, leur forme et leur signification. Et Lévi-Strauss de conclure, lorsqu'on lit le livre dans ce sens-là, de conclure de cette façon-ci, je cite, « Une des notions les plus pernicieuses, qui tient encore tant d'ethnologues sous son empire, est celle de peuplades isolées, fermées sur elles-mêmes, vivant chacune pour son compte propre une expérience particulière d'ordre esthétique, mythique ou rituel. On méconnaît ainsi qu'avant l'ère coloniale, même et les siècles d'action que l'Europe a exercées, d'actions destructrices que le monde occidental a exercées, ces populations nombreuses étaient au coude à coude. À quelques exceptions près, rien de ce qui se passait chez l'une n'était ignoré chez ses voisines, et les modalités selon lesquelles chacune s'expliquait, se représentait l'univers étaient élaborées dans un dialogue ininterrompu et véhément. En ce sens, oui, les images circulent, elles ont vocation à circuler. On ne peut pas dire que chaque culture est repliée sur ces images à elle, qu'elle doit conserver jalousement un répertoire visuel et symbolique dont l'originalité serait vierge de toute influence, de tout échange, de tout passage. En réalité, dire à chaque peuple ses images, constate Lévi-Strauss à ce moment-là, c'est
ne pas tenir compte de la manière dont chaque style témoigne de préférences et de refus, dont le voisinage seul avec d'autres peut rendre compte. Et Lévi-Strauss a une formule très belle là-dessus. Il écrit « Quand il croit s'exprimer de façon spontanée, faire œuvre originale, l'homme réplique à d'autres créateurs passés ou présents, actuels ou virtuels. Qu'on le sache ou qu'on l'ignore, on ne chemine jamais seul sur les sentiers de la création. » Autrement dit, il n'y a pas d'image à soi, dit le livre, si on le lit du début à la fin. Mais en réalité, on peut aussi le lire d'une autre façon, ce livre. On peut le lire en remarquant que Lévi-Strauss conclut sur la manière dont l'Europe, dont l'Occident, a décimé ses cultures, créant l'illusion de sociétés parfaitement autonomes qui auraient chacune leurs propres images. Et si on prend alors le livre, non pas du début à la fin, mais de la fin vers le début, si on revient vers la description que Lévi-Strauss donnait en 1943 de sa découverte des masques, eh bien, on s'aperçoit que cette description est peut-être à double fond. Je cite « Il est à New York, un lieu magique où les rêves de l'enfance se sont donné rendez-vous, où les troncs séculaires chantent et parlent, où des objets indéfinissables guettent le visiteur avec l'anxieuse fixité des visages. Ce lieu, auquel des méthodes muséographiques désuètes confèrent les prestiges supplémentaires du clair-obscur des cavernes et du croulant entassement des trésors perdus, on le visite tous les jours de 10h à 5h à l'American Museum of Natural History. C'est la vaste salle du rez-de-chaussée consacrée aux tribus indiennes de la côte nord du Pacifique, qui va depuis l'Alaska jusqu'à la Colombie-Britannique. On se prend à douter, à relire le texte, que le texte soit seulement un éloge. On se prend à se demander si, dans ce texte, Lévi-Strauss ne jette pas une ombre sur la façon dont l'Occident a remplacé le dialogue des cultures entre elles par l'entassement de tous leurs signes, de tous leurs avatars, de tous leurs masques, en réalité, dans des lieux que le public peut indifféremment visiter. Au fond, dans La Voix des masques, Lévi-Strauss nous dit à la fois chaque culture emprunte à d'autres des images, et il nous dit aussi, en revendiquant l'exclusivité de l'ouverture, en se croyant seul à pouvoir faire circuler les images, l'Occident s'est arrogé le droit de rassembler toutes les images du monde dans une forme d'aller sans retour. Dans une période où il est beaucoup question des restitutions des œuvres d'art, je trouve cette leçon intéressante. Et si, en empruntant La Voix des masques, on se demande maintenant ce qui se trouve là volé, ce qui a peut-être été volé, il ne faut pas dire faut pas répondre en disant ce qui a été volé, c'est ce qui fait l'identité d'un peuple, c'est ce qui lui permet de coller son débord à lui-même. Parce que n'importe quel enfant le sait, ça n'est pas ça du tout un masque. Un masque, ça n'est pas quelque chose qui nous permet d'être soi. Ce qui s'est trouvé volé, c'est au contraire ce qui permet à un peuple de ne pas être qui il est. De se distinguer certes des autres, mais d'abord de devenir autre que lui-même, de devenir un héros masqué ou un gros poisson rouge, de reprendre son souffle ou de trouver asile ou protection. Voilà, c'est ça, je m'en souviens maintenant. C'est exactement ça que tu avais dit. Tu avais dit je parlerai une demi-heure et tu avais parlé 3 quarts d'heure. Et il ne me restait plus qu'un quart d'heure. Et j'en étais très heureux, je m'en souviens maintenant. Parce que j'ai horreur d'avoir le dernier mot et que j'aurais aimé qu'on s'arrête là. Pour trouver moi aussi asile et protection dans ce qui vient d'être dit, de m'y reconnaître simplement, sans en dire davantage, en s'épargnant effectivement le dégoût de conclure. Je me disais, au fond, bah oui, tu as dit l'essentiel de ce qu'on doit dire quand on proclame que les images ne sont d'aucun peuple. Il faut veiller aux fausses symétries et au double fond. Et en plus, tu l'avais dit à ce moment-là, avec l'anthropologie. Et depuis, ça a continué. Avec Charles Stepanov, avec
Philippe Descola. Au fond, c'est bien l'anthropologie qui fait penser la pensée. Et pas seulement la question du peuple et des images. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, en janvier 2020, en mars 2020, et toutes les fois où on ne les a pas faits, mais où on aurait pu le faire, eh bien, j'avais envie de me dire à quoi bon un historien, sinon peut-être pour lire, relire, relier ce qui vient d'être dit, et relancer d'une certaine manière. Et c'est ce que je ferai quand même dans le peu de temps qui me reste. Un peu à la manière dont Pierre Deléage, dans Lettres mortes, essai d'anthropologie inverse, paru en 2017, relie justement la fameuse leçon d'écriture de Claude Lévi-Strauss dans Triste tropique. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Nous sommes en août 1938. Lévi-Strauss a 30 ans. Il est chez les Indiens Nambikwara. Il est épuisé par une épidémie qui affaiblit l'autorité du chef, Rouliot. Je ne vous dis pas de quoi les Indiens sont malades, car cela vous mettrait sur une fausse piste lacanienne. En fait, ils ont une ophtalmie purulente. Et très vite, au fond, Claude Lévi-Strauss organise un petit rassemblement pour échanger des biens, arcs, calebasses, contre machettes et perles de verre. Et tu l'as rappelé, en ces temps, les enquêtes ethnologiques étaient d'abord des expéditions coloniales. Et c'est à ce moment-là qu'intervient ce qu'il appelle une comédie des masques. Une comédie où chacun doit jouer son rôle. Il distribue des feuilles de papier, des crayons aux Indiens, et les Indiens n'en font rien. Évidemment, ils ne savent ni lire ni écrire, à l'exception de quelques pointillés ou zigzags sur leur calebasse, dit-on dans ce fameux chapitre des Tristes tropiques. Puis un jour, je les vis tout occupés à tracer sur le papier des lignes horizontales ondulées. Alors, le chef Rouliot lui réclame un bloc-notes et le couvre de lignes tortillées, celles-ci. Et lors d'un second rassemblement, toujours pour régler les échanges d'objets avec l'ethnologue, le chef fait semblant de lire ce qu'il a tortillé pour réclamer des objets. Et Claude Lévi-Strauss écrit « Qu'espérait-il ? Se tromper lui-même peut-être, mais plutôt étonner ses compagnons, les persuader que les marchandises passaient par son intermédiaire, qu'il avait obtenu l'alliance du blanc et qu'il participait à ses secrets. » Ça, c'est la scène dite de la leçon d'écriture de Claude Lévi-Strauss dans Triste tropique. Et c'est à contester cette interprétation, à la lire à l'envers, d'une certaine manière, qu'est consacrée l'analyse de Pierre Deléage, qui s'emploie à restituer la rationalité propre à la représentation amérindienne de l'écriture. De l'écriture, et plus précisément, plus globalement, du signe graphique. Car les Nambikwara se font une représentation autre qui se réfère à des entités surnaturelles du signe graphique. Pour eux, le signe fut inventé sous différentes formes, à maintes reprises, par des chamans qui cherchaient aussi bien à acquérir le pouvoir des Blancs qu'à stabiliser leur récitation rituelle, c'est-à-dire à rendre plus exact l'apprentissage par cœur de discours qui seront ensuite récités. Pour eux, l'écriture des Blancs est lettre morte, car elle est oublieuse du rituel qui lui donne sens. Alors moi, je pense qu'il faut lire la leçon d'écriture de Triste tropique au miroir, puisque ce sont désormais les ethnologues et leur étrange écriture, étrange parce que détachée du rituel, qui sont pris comme objet de pensée par les Indiens. Et cet essai d'anthropologie inversée vaut donc leçon de méthode, y compris sur ce qui, à ce moment-là et aujourd'hui encore, nous préoccupait. Si on suit la voie des masques en se souvenant de la règle de transformation structurale que tu as énoncée à la suite de Claude Lévi-Strauss, quand d'un groupe à l'autre la forme plastique se maintient, la fonction sémantique s'inverse. En revanche, quand la fonction sémantique se maintient, c'est la forme plastique qui s'inverse. On ne peut plus croire que la
que la reprise des mêmes gestes, par exemple les gestes de soulèvement ou les mêmes techniques, par exemple les techniques d'insurrection, on ne peut pas croire que cette réplication du même, eh bien, comme le motif de la barricade, déplacé dans le temps ou dans l'espace, garantit l'identité de la motivation des acteurs, de la sincérité de leur engagement, de l'efficacité de leur choix politique. Et dès lors, toute cette connaissance par assonance ou par correspondance ou par transfert, échange, ressemblance symbolique qui fonde notre croyance politique s'effondre. Voilà où nous en sommes exactement au cœur de ce que tu appelais le carnaval terrorisant et terrorisé. Et comment ne pas être submergé? Précisément en tentant de se laisser... voilà, c'est évidemment une image que Georges Didier Huberman a utilisée pour son exposition puis son livre sur le soulèvement. Eh bien... en se maintenant face à l'image, en prenant position devant elle, précisément pour ne pas se laisser embarquer par elle. J'avais fait au TNB un atelier d'autodéfense contre les images, justement, avec cette idée, c'est que dans les images, la pensée flue, s'immobilise en ce point d'arrêt qu'on appelle précisément une image parce qu'elle est, dit magnifiquement Walter Benjamin dans le livre des passages, la dialectique à l'arrêt. Avec l'image, la vérité est chargée de temps jusqu'à exploser, écrit-il. Cette explosion et rien d'autre est la mort de l'intention qui coïncide avec la naissance du véritable temps historique, du temps de la vérité. Il ne faut pas dire que le passé éclaire le présent, où le présent éclaire le passé, une image, au contraire, est ce en quoi l'autrefois rencontre le maintenant dans un éclair pour former une constellation. En d'autres termes, l'image est la dialectique à l'arrêt. Et voilà pourquoi elle nous remet constamment en mouvement. Voilà pourquoi, devant l'image, nous ne pouvons acquiescer à toute forme d'adhérence, d'appartenance, d'identité, et que ce qui crève les yeux, dans cette histoire de masque, c'est bien que les images ne sont d'aucun peuple. La voix des masques pour conjurer le carnaval terrifiant et terrifié, voilà ce que tu nous avais proposé, et voilà ce qui me faisait penser, moi, à d'autres images que j'avais regardées longtemps, comme celle qui va suivre, celle d'Ambrogio Lorenzetti, de la fresque dite du bon gouvernement avec un tyran. C'est pas celui-là, c'est celui d'après. Celui-là, il est gentil. Il est gentil. C'est celui d'après. La diapo d'après. Voilà. Ah, celui-là. Tout de suite, il est moins bien. Ah bien sûr. Voilà, ce regard qui fuit, cette gueule torve qui, d'une certaine manière, fait, je dirais, fait qu'on ne peut pas le dévisager, qu'on ne peut même pas l'envisager, qu'il a une gueule davantage qu'un visage. Et ce tyran qui est au cœur du mauvais gouvernement peint par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338, vous voyez ses crocs, ses cornes, j'avais écrit que de ce masque livide, tout se disjoint et se sépare. Et je le crois encore, c'est bien le visage de la séparation. Car nous savons bien, nous savons mieux désormais, qu'il nous faut regarder en face ce que Wendy Brown appelle le désir de mur, cette pulsion de ségrégation qui consiste à édifier un dedans à l'abri de barrières qui s'élèvent à mesure que s'érode la souveraineté. Mais ce que je ne crois plus aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un masque. En fait, plus je regarde cette image, plus je pense, et après avoir dit ce qu'on a dit, après avoir vécu ce qu'on a vécu, plus je pense le contraire. Je pense que Lorenzetti a démasqué la tyrannie, qu'il figure ici le visage du tyran au moment même où un masque beaucoup plus avenant, mais que l'on ne voit plus, vient de lui être arraché, ou qu'il a peut-être arraché lui-même.
Cette bille de clown, nous ne pouvons ne plus la voir autrement aujourd'hui qu'au miroir, par exemple, des Feux de la rampe de Charlie Chaplin, qui est cette image extraordinaire où on voit un homme qui, lentement, se démaquille, qui nous oblige à le voir tel qu'il est, plus vieux, plus triste, plus ridicule, ce qui est une manière de retourner le miroir vers nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs le propre de la fiction photographique. Ce que Walter Benjamin disait d'Étienne Hadguet, grand photographe de Paris, qui faisait de Paris des scènes de crime où quelque chose avait eu lieu et où le coupable était passé mais ne se voyait plus. Benjamin disait de Hadguet qu'il était un comédien qui, rebuté par son métier, effaça son masque, puis se mit en devoir de démaquiller le réel. Un comédien dégoûté par son métier qui efface son masque et se met en devoir de démaquiller le réel. Alors si c'est ça l'histoire, et en particulier l'histoire de l'art, et en particulier celle benjaminienne des images comme de la dialectique à l'arrêt, démaquiller le réel, alors effectivement ça permet de voir beaucoup de choses de ces fictions, de ces séries, de ce que, quand j'étudiais ça avant la peste noire, les fictions politiques, j'appelais, mais avec Foucault d'ailleurs, cette capacité anticipatrice de la fiction à imaginer le pouvoir à venir. C'est-à-dire, au fond, la question de rendre indiscernable le masque et le visage. Et le problème de la tyrannie aujourd'hui, le problème du mauvais gouvernement, c'est que comment on démasque le réel s'il se présente déjà lui-même sous le phare outrancier de la fiction. Alors, à l'époque, tout ça se jouait aussi sur le... puisque c'était au temps de Trump, ça se jouait sur le terrain capillaire, on va dire. Si une chevelure se met à ressembler, à s'y méprendre à une perruque, si le réel se met à ressembler à la plus invraisemblable de ces fictions, autrement dit, s'il se met à pasticher un postiche, alors comment on parvient à l'arracher ? De ce point de vue, la cérémonie d'investiture du vendredi 20 janvier 2017 de Trump ne nous avait pas déçus, puisqu'il ne s'agissait pas, a déclaré le président Trump, seulement de transférer le pouvoir d'une administration à l'autre, mais de prendre le pouvoir de Washington. Et après coup, on ne le savait pas à cette époque-là, effectivement, la fiction était bien l'anticipation de la politique à venir. Prendre le pouvoir de Washington pour le rendre à vous, le peuple américain. Et le discours écrit, qui fut repris par les tweets officiels, prévoyait la formule suivante, « I'm giving it back to you, the American people ». Or, les internautes cultivés, c'est-à-dire ceux qui connaissaient bien la série Batman, ont tout de suite remarqué que Donald Trump s'était écarté du texte écrit pour prononcer la formule suivante, « I'm giving it back to you, the people ». Soit très exactement et à l'intonation près, le texte de la harangue que le méchant de Batman, Bane, proclame après avoir mis Gotham City à feu et à sang dans l'ascension du Chevalier Noir. Voici assurément un effet de vérité, le pouvoir tel qu'il s'exerce ou se proclame, qui se conformerait à une fiction qui lui aurait par avance donné sa forme grotesque, rendant impossible toute velléité de le démaquiller, de démasquer l'imposture, puisque nous sommes devant un visage qui imite son propre masque et qui le fait de manière notoirement ridicule. Sur ce point encore, la lecture de Michel Foucault est cruciale, puisque dans la première leçon de son cours au Collège de France donnée en 1974 et publiée plus tard sous le titre « Les anormaux », il définit la force paradoxale de ce qu'il appelle le rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir, qui travaille à le disqualifier de façon manifeste, explicite et volontaire,
et qui, au fond, se fonde lui-même sur cette disqualification, je cite, quasi théâtrale. Nous en sommes là, face à la voix des masques, et l'on ne sait plus alors si l'on doit rire ou pleurer, se cacher derrière une pierre pour attendre, tel l'enfant apeuré, que le poisson redevienne une femme. Et notre hantise prend la forme peinte par Gian Domenico Tiepolo. Lui qu'on prenait pour un maître de la peinture joyeuse, lui qui couvrit Tiepolo les murs des palais patriciens de Venise, des figures blêmes et tristes du Pulcinella, et notamment les inoubliables lavis des murs de la Carrezzonico sur le Grand Canal. Dans un de ses livres, Giorgio Agamben donne à voir cette apparition où Polichinelle demande à Gian Domenico: « Veux-tu que je te rappelle le passé ou que je te le fasse oublier ?» Et le peintre répond: « Les deux. » Mais qui est Polichinelle? C'est un être nu et sacrifiable. C'est un héros, c'est une marionnette, c'est un homme et c'est une femme. Il est humain et animal, il est mort et vivant, et tout en lui est confusion, indétermination. Comme l'avait compris Benedetto Croce, Polichinelle n'est pas un personnage, mais une collection de personnages qui relient en un seul nom différents devenirs possibles. C'est un mode d'apparition spectrale du passé, du repentir, une manière de nommer ce qui revient, de le nommer et d'en rire. Selon les folkloristes, Pulcinella fait partie du cortège des figures infernales qui, avec Harlequin et le Zani, font escorte de nos inquiétudes. On le juge, on le pend, on le fusille, il est encore là, toujours là, à l'état fantomatique et larvaire. On ne peut pas s'en passer, ne tremble pas, lui dit-on dans la Commedia dell'arte. « Monsieur, répond-il, je ne tremble pas, je me trémousse pour faire un menuet de ma peur. Monsieur, je ne tremble pas, je me trémousse pour faire un menuet de ma peur. » Le secret de Pulcinella est un secret de Polichinelle, car il n'y a pas de secret en histoire. Il n'y a que des échappées belles. Et le voilà donc dans cette image face à sa tombe, celle d'après, face à sa tombe. Vous voyez, il est accompagné d'un plat de gnocchi au premier plan. Il regarde sa propre tombe, elle est vide. Il y a une échelle qui est appuyée sur le sépulcre, qui indique le moyen de la fuite. Et même après avoir été pendu et fusillé, la mort n'est pas passée par lui. Il s'est échappé. Et cet étrange bossu, c'est comme un héros du cinéma burlesque américain. En fait, c'est Buster Keaton. En fait, c'est le garçon incassable. Incassable, parce qu'au moment où la lumière le prend, blême et calme, il est déjà brisé. Cette image, elle est donnée en frontispice du livre que Tiepolo fit de cette série de Polichinelle, intitulé « Divertissement pour les jeunes gens ». Et c'est à lui qu'il attribue, c'est à Polichinelle lui-même, c'est à son héros de fiction, qu'il attribue son exergue en latin, langue spectrale, ubi fracassorium, ibi fugitorium. Ce qui veut dire, là où il y a une catastrophe, il y a une échappatoire. C'est ça la fin du voyage. C'est ce moment où on peut sauter au-dessus du tombeau et où on peut imaginer ce que ce petit tableau de Goya qui s'intitule « El entierro de la sardina » désigne. À ce moment-là, tu te souviens, on parlait des rassemblements, des peuples non masqués qui se massaient sur les places d'Europe. En 2019, à Bologne,
lorsque le peuple s'est serré comme des sardines sur la Piazza Maggiore, et pour que Matteo Salvini ne s'y immisce pas, on a appelé ça le jour de la sardine. Est-ce qu'ils y ont pensé? Est-ce qu'ils pensaient à ce tableau de Goya? Je ne sais pas. Mais je sais que pour passer de Tiepolo à Goya, on peut passer par un personnage de fiction, par le François-Élie Corentin rêvé par Pierre Michon dans les 11. Goya n'est pas David. Il est même l'un des très rares peintres des Lumières qui est totalement insensible à la séduction néoclassique et d'une manière générale à ce que Jean Starobinski a appelé l'abstraction idéalisante. Ce qu'il peint ici, c'est le dernier jour du dernier carnaval du siècle. Le monde à l'envers, qui est ritualisé, qui est en train de verser dans la Révolution. Dans un très beau livre qui s'appelle Le dernier carnaval, Goya, Sade et le monde à l'envers, Victor Stoïchita décrit magnifiquement cette image. Il s'appuie notamment sur deux témoignages du dernier carnaval romain de 1799, celui de Madame de Staël, qui dans Corinne ou l'Italie le dénonce comme une résurgence du passé, et celui de Goethe, qui dans son voyage en Italie, au contraire, y devine la révolution par transparence. Et si, dans une perspective benjaminienne, les deux avaient raison, et si c'était à la fois une résurgence du passé et une prescience de ce que l'avenir nous réservait, alors il faudrait en rire et en pleurer, danser et frémir, ou faire de son frémissement un menuet de peur. Cher Mathieu, c'était comme ça qu'on avait terminé. Et comme je te le disais alors, j'aurais beaucoup aimé ne pas avoir à terminer. À ce moment-là, en janvier, j'achevais sur cette ubiquité des images qui ne sont d'aucun peuple, qu'il fallait rire et pleurer, danser et frémir. Et depuis, effectivement, on ne s'est plus jamais serré comme des sardines. Alors, regardons encore un peu cette image, l'enterrement de la sardine. L'image d'avant, peut-être, si vous voulez bien. Voilà. Regardons-la en fredonnant la chanson des masques. Allez-vous-en, les affreux. En la chantant jusqu'à la fin. À chaque sortie des danseurs, les poissons redevenaient des femmes. Dansent-elles vraiment, les femmes, au centre de l'image? Elles vacillent, plutôt. Elles tanguent, pressées par le tumulte d'une foule ondoyante. Il n'y a là, à vrai dire, ni ronde, ni cortège, mais plutôt un souvenir lointain des deux. Je cite ici Victor Stoïchita, qui nous apprend qu'une radiographie du tableau a révélé un repentir sous le grand visage sombre, à large sourire de la bannière que vous ne faites que deviner, mais c'est une sorte de masque noir. Les rayons X y discernent le mot mortus, la mort. La scène est conçue comme le triomphe du carême sur le carnaval. Les religieux exultent, le peuple recule. Qu'est-ce que c'est, au fond, que l'enterrement de la sardine, sinon le dernier jour du dernier carnaval? Tout est ambigu dans cette cérémonie, très courante en Espagne, comme l'ont montré les travaux de Barrora. On fête la mort du carnaval. On le fête, oui, car mieux vaut une fête triste que pas de fête du tout. Demain, on mangera maigre. Mais pourquoi alors enterrer la sardine? C'est encore une histoire de masque. Parce qu'en fait, c'est le contraire qui advient. Le jour de l'enterrement de la sardine, on mettait en terre la moitié d'un porc, puisque l'on devait sacrifier l'espoir de manger gras. Mais pour atténuer la tristesse de l'adieu, on appelait sardine ce que l'on enterrait, le cochon masqué de son antiphrase. Dès lors qu'il s'agit de masque, tout est affaire de subversion et d'inversion. Ici, un homme en armes s'avance
à gauche. Là-bas, un ours menace. Partout, la mort rôde. Sur la bannière noire, elle porte le masque d'un rire burlesque. On rit, on pleure, on danse. En fait, on vacille, on se presse, on se frôle. On est sur le point de se séparer. C'était ce qu'on a failli faire le vendredi 20 mars 2020 à Rennes, le dernier jour du dernier carnaval. Et puis, on a hésité, et puis, on n'est pas venu. Et puis, un jour, on s'est dit une fête triste, plutôt que pas de fête du tout. Merci. Merci. Bonne soirée.